fait plaisir, encore une fois, de nous présenter votre prochain conteur, Marc-André Geoffroy, qui va nous conter une histoire de rien. Bonsoir tout le monde, ça fait plaisir de vous voir. D'abord, je voudrais dédier mon conte à ma grande fille Gabrielle, à qui ça fait trop longtemps que papa n'a pas conté une histoire. L'histoire se passe au pays de Pola Pola. Le pays de Pola Pola, personne ne sait c'est où. Je vous explique pourquoi. Au moment de créer l'univers, le bon Dieu a aussi fait la terre. Et en faisant la terre, il s'est beurré les mains parce qu'il jouait avec la terre puis de l'eau. Ça a fait de la boîte. Puis, quand il a eu fini de faire la terre, puis que la terre s'est mise à tourner, il s'est mis à nettoyer ses mains et il a fait une petite boule de boîte. La petite boule de boîte, il a fait exprès pour ne pas regarder. Puis il l'a lancée sur la terre qui tournait déjà. Puis personne n'a vu où est arrivée la petite boule de boîte. Puis ça, c'est Pola Pola. Ça fait qu'il n'y a personne qui sait où c'est Pola Pola, même pas le bon Dieu. Vous et moi, on ne peut pas faire exprès pour aller à Pola Pola. On ne peut pas faire un voyage, on ne sait pas c'est où. Fait que si un jour on y arrive, c'est parce qu'on est perdu. Et un étranger à Pola Pola, ça s'appelle justement un perdu. Et c'est ce qui est arrivé il n'y a pas longtemps. Il y avait un perdu sur la grande place du village qui cherchait ses directions. Et comme à chaque fois, parce que c'est quand même assez rare un perdu à Pola Pola, à chaque fois qu'un perdu se pointe, tout arrête dans le village et les gens se rassemblent autour de lui. Ça fait peur aux perdus, c'est impressionnant, c'est sûr. Mais tout le monde se met à lui poser des questions. T'es qui? D'où tu viens? Qu'est-ce que tu manges? Comment tu dors? Sur quoi tu dors? C'est ta femme, ton mari, tes enfants, etc., etc. Et c'est comme ça que les Pola Polais ont appris qu'il existe ailleurs une fête qu'on appelle Noël. Eux ne connaissaient pas ça. Et qu'à Noël, les gens se rassemblent, prient Dieu, mangent et s'offrent des cadeaux. Le concept de cadeau, eux ne connaissaient pas ça. Se rassembler, manger, oui, ils faisaient ça, mais pas les cadeaux. Et que même les cadeaux, ça faisait partie d'une liste de suggestions. Et que celui qui donnait le cadeau l'emballait. Ça fait rire les gens du village parce que... attends, je te demande un cadeau, tu me l'offres, mais tu l'emballes pour pas que je le sache. Puis ils ont trouvé ça drôle. Puis ils se sont mis à se poser la question à savoir, si le Noël existait à Pola Pola, qu'est-ce que je demanderais? Qu'est-ce que je mettrais sur ma liste de suggestions? Et ça n'a pas pris de temps que les gens se sont mis à répondre, rien, j'ai besoin de rien, je pense que je ne demanderais rien, là, vraiment. Et cette conversation n'est pas tombée dans l'oreille d'un sourd. Parce que justement, rôdait par là Adrien le lutin. Qui justement, Adrien le lutin est un lutin expert en rien. Ah! Ça tombait bien. Et même que Adrien le lutin avait une mine de rien. Oui. Il s'était mis à creuser chez eux jusqu'à temps qu'il ne trouve rien. Il venait de découvrir un gisement de rien. Ah! Merveilleux! Merveilleux! Mais exploiter une mine de rien, c'est pas rien. Adrien, en fier entrepreneur, s'était dit « Ah, qui risque rien n'a rien. » Et avec un rien d'imagination, j'y arriverai bien. Quoi faire avec les riens? Ah! Justement, Noël lui offrait cette occasion en or. Et il savait que c'était là, tout ou rien. Court à sa mine pour exploiter ses riens et pas d'outils. Il y avait eu des outils pour creuser jusque-là, mais quoi faire pour le rien? Il se souvenait que son chef, lutin, lui avait dit « Un jour, rien ne peut servir à tout, mais tout peut très bien servir à rien. » Et c'est comme ça qu'il a transformé ses outils pour exploiter rien, comme ceux qu'on a dans nos garages. Et à partir de là, il s'est mis à sortir tous ses riens de sa mine de rien, et bon, il fallait les emballer. Mais emballer rien avec du papier, c'est pas facile. Ça fait que, après y avoir pensé, il dit, tiens, justement, dans ma remise, j'ai des boîtes qui servent à rien. Alors il a mis ses riens dans les boîtes et a emballé les boîtes.
Ah, malin, le lutin. Il n'a pas fait ça, cependant, sans y mettre un peu du sien. En effet, pour porter un mauvais sort sur les villageois, Adrien a saupoudré un rien de poudre à rien sur ses riens. Et voilà. Comme ça, la fête de Noël, avec les riens, ne serait pas tout à fait rien. Les gens allaient subir l'effet de leurs riens. Il a distribué ses cadeaux la nuit, bien sûr, avec sa grosse charrette pleine de rien, en faisant le moins de bruit possible, comme si de rien n'était. Il a fait ça à chaque maison du village, mais pas au château. Parce qu'au château, il y avait les gardes et il ne fallait pas qu'ils soient vus. Le lendemain matin, les gens du village se réveillent et trouvent une boîte enveloppée sur le seuil de leur porte. À cause de l'histoire du perdu, ils ont comme deviné que c'était un cadeau. Sauf que moi, j'ai rien demandé. C'est toi? Non, c'est pas moi, j'ai rien demandé moi non plus. Et bon, ben on dit merci à qui? Ils ne savaient pas. Les voisins faisaient la même chose, découvraient leurs cadeaux. Ils ne sont même pas dit bonjour, trop préoccupés par ce qui se passait à leurs pieds. Comme tout le monde, ils ont pris le cadeau et l'ont rentré dans la maison. Et là, ils se sont mis à déballer. La première famille a trouvé des samedis rien dans sa boîte. Alors, sous l'effet du mauvais sort, tout est devenu étrange dans la maison. Pourquoi une boîte? Ça ne dit rien. Pourquoi ça? Ça me dit rien. Oh, la deuxième famille, un petit peu plus loin dans la rue, ont reçu des rien à dire. Pas un mot dans la maison. Ah, pas qu'ils étaient muets, non. C'est juste que, tant qu'avoir rien à dire, aussi bien rien dire. Parce qu'eux savaient que si tu n'as rien à dire et que tu continues à dire, tu vas finir par te faire élire. Ah, les autres ne voulaient pas ça. Plus loin, les voisins, eux, ont eu des riens de temps. Chez eux, Noël a passé vite de même. Ils sont devenus les plus rapides du village. Tellement rapides qu'ils se tannaient. Il fallait qu'attendre après tout le monde. Ils sont devenus nerveux. Pas un cadeau. Après ça, il y a eu les rien à faire. Eux, ils étaient devenus incapables. Ils demandaient de l'aide à tout le monde. Essayer d'ouvrir une porte. Voyons, ça marche pas. Viens m'aider, il n'y a rien à faire. Capable de faire à manger. Ben non, je suis pas capable. Ça marche pas. Je ne sais plus comment faire. Il n'y a rien à faire. Il y a eu des gens qui ont eu aussi ça rime à rien. Les rimes à rien, eux, plus rien avait un sens dans la maison. Pourquoi je ferais la vaisselle? Ça rime à rien, là. Pourquoi baisser le siège de toilette? Ça rime à rien, voyons. Pourquoi je ferais ça? Mais il y en a qui ont eu des 3 fois rien. Eux, tout le long de Noël, ils sont allés magasiner. Ben oui, parce que comme chez nous, ils ont des magasins qui se spécialisent dans des choses que tu peux avoir pour 3 fois rien. Ils sont allés magasiner. Ouais. Et ensuite de ça, là, il y a eu les riens de plus, les riens de moins. Mais les riens de plus, eux autres, ils ne pouvaient pas rentrer rien dans la maison. Oui, ils ont découvert ça, ils sont allés chercher du bois pour mettre dans le poêle. Ils ne pouvaient pas rentrer le bois. Les riens de moins, ils ne pouvaient pas sortir rien de la maison. Et ils ont essayé de sortir les vidanges, pas capable. Il y avait juste Adrien qui avait du plaisir, on s'entend. Hein? Et tout allait bien quand même, jusqu'à ce qu'une famille déballe des moins que rien. Ça, c'est moins drôle. Parce que devenir des moins que rien, c'est pas le fun. Personne veut être un moins que rien. En fait, personne aime les moins que rien. La princesse, elle a eu vent de tout ça. Et elle s'est dit que pour rien au monde, elle allait laisser son peuple souffrir de ça. Elle a fait venir son clown, Pantoute, son ami aussi. Elle a dit, rien ne va plus, Pantoute. Qu'est-ce qu'on fait? Pantoute n'avait pas d'idée. Qu'est-ce que vous diriez, princesse, si on rassemblait les gens sur la grande place et peut-être qu'ensemble, on trouverait quelque chose? Elle a dit, bonne idée, Pantoute. Fais ça pendant que moi, je m'occupe d'Adrien de son mauvais sort. Et vous allez vous douter quand même que rassembler tous ces gens-là, c'était pas rien. Les trois fois rien ont magasiné tout le long. En s'en venant, en un rien de temps, sont arrivés les premiers, ça c'est sûr. Les rien à faire, eux, ont eu besoin d'aide tout le long en s'en venant. Les rien à dire, les rimes à rien et tout ça se sont débrouillés pour s'en venir.
Les derniers arrivés, c'était les moins que rien. Eux voulaient pas, mais c'est pas qu'ils voulaient pas. Eux se sentaient pas dignes d'être invités à la grande place. Ils ont été quand même convaincus par Pantoute d'y aller et se sont mis à prendre des chemins de travers quand même. Ils ont longé les murs et puis ils ont gardé le regard bas. Et quand ils sont arrivés sur la grande place, ils sont allés s'installer un petit peu plus en arrière, à l'écart, pour être le plus invisible possible. Et c'est là qu'ils ont rencontré l'autre famille, ceux qui ont reçu les vauriens. Les villageois savaient très bien que c'était pas ça, une fête de Noël. C'était pas en tout cas comme celle que le perdu avait décrit. Ils se sentaient lourds, ils sentaient que leurs riens prenaient trop de place. Ils faisaient juste parler de leurs riens et les comparer avec les riens des autres. Et c'est les enfants. Et c'est connu, un rien les amuse. Les enfants se sont mis à s'amuser, sont allés voir les riens à faire et ça les a inspirés de jouer à la statue. Il fallait rester immobile pendant que les autres te chatouillent. Si tu bouges, tu pars. Ils sont allés voir les riens à dire. Ah, ça l'a inspiré de jouer au muet. Il fallait, sans dire rien, faire deviner quelque chose à quelqu'un. Ils sont allés voir les riens à voir, eux, et ça leur a inspiré d'être aveugles. Alors ils se sont bandés les yeux, puis il fallait deviner ce à quoi on touchait. Et les enfants se sont mis à sourire et à rire. Et le rire ont fait sourire les adultes, et rire les adultes aussi. Et doucement, de famille en famille, de rien en rien, le mauvais sort d'Adrien s'est dissipé. Comment? On n'en sait rien. La princesse est allée voir Adrien et lui a dit de fermer sa mine de rien, que sinon elle en ferait un bon larien. Ouh. La fête a commencé au village. Les gens sont redevenus eux-mêmes. Ils ont été capables de laisser de côté ces mauvais riens qui les encombraient. Depuis ce temps-là, Adrien raconte à qui veut bien l'entendre qu'il n'avait rien à voir avec tout ça, qu'il y était pour rien. Et tout le monde répond, c'est correct, c'est rien, ça fait rien. Nous, on sait que la magie est arrivée par les enfants. Et c'est peut-être pour ça que nous, les adultes, on se fait souvent dire qu'il faut garder notre cœur d'enfant. Parce que, comme adultes, on voit trop souvent rien dans tout, alors que les enfants, si facilement, trouvent de tout dans rien. Merci. Notre prochain conteur est notre animateur de la soirée, M. Bernard Paquet, qui va nous raconter l'œil du dragon et la fin d'une proche époque. D'une époque. Merci. Mon histoire, ça donne bien aujourd'hui, c'est la fête de l'Ascension et dans mon histoire, on va grimper une montagne. Mon histoire, je l'ai finie aujourd'hui, alors c'est un essai. Puis, je vous l'accorde dans une condition que vous ne dites pas à mon chat que je l'ai mis, mon chat noir, Timoun, que je l'ai mis un héros de mon histoire. Parce que sans ça, je n'en aurais pas fini à la maison avec ses caprices. Alors, on commence. Il y avait un petit pays qui était une presqu'île qui vivait des petits gens. C'était un pays, on pourrait dire, magique. Le paysage était beau, la mer, les terres fertiles, les rivières pures en eau, le poisson, le gibier. Et ce petit pays-là était sous la bienveillance du dernier dragon, Dranga, qui était son nom. Mais il sentait sa fin venir, il était inquiet pour son peuple. Dans le passé, le pays fut envahi par 4 sorciers qui a dû combattre et les bannir. Et les a bannis dans la montagne ensorcelée. Et chacun des sorciers avait un territoire. En faisant ceci, les sorciers ne ressortaient pas du pays pour dire qu'il y avait un pouvoir là. Mais ça leur coupait l'accès d'aller au pic de l'Aurore où naissaient les dragons. Alors, c'était un problème.
Et sentant sa faim, le dragon, Dranga, voulait que son pouvoir reste pour la bienveillance de son peuple. Pour ce faire, il voulait que son œil, un coup enlevé, devenait une boule de cristal, qui était son pouvoir, se rende au pic de l'aurore. Il devait envoyer quelqu'un, mais le pouvoir corrompt. Il devait trouver quelqu'un qui avait bon cœur, obéissant, courageux, puis heureux tel qu'elle est. Après une longue discussion à l'échelle du village, il choisit une jeune demoiselle qui s'appelait Najin. Alors, le dragon fait venir Najin, lui expliqua qu'elle devait aller au pic de l'aurore tout seul, que personne ne pouvait l'accompagner de peur d'avoir une contamination, de saisir son œil, parce que le dragon ne pouvait plus rien faire sans son œil. Mais il lui dit, je vais t'envoyer 2 compagnons. Je vais t'envoyer l'esprit de la forêt, que tu rencontreras à l'orée de la forêt des cèdres infernales, et un gardien au moment que tu seras apeuré. Mais il faut s'assurer que tu aies le bon compagnon. Alors, lorsque tu vas aller à la forêt, tu y poseras les 3 énigmes que je te donne pour être sûr de l'identifier. La petite fille est partie. Elle s'en allait à l'orée du bois. La forêt des cèdres, infernale. Tous les arbres en travers, boueux, des gros cèdres centenaires. Il y avait un vieil homme qui était assis là. Il fumait sa pipe. Puis quand la petite fille arrive, il lui sourit. Elle dit, « Est-ce que c'est toi l'esprit de la forêt? » Il dit, « Oui. »« Ouais, j'ai besoin d'être sûr que c'est toi. » Fait qu'elle dit, « Dranga m'a demandé de poser 3 questions. »« Ah, je reconnais mon ami, le dragon. » Il dit, « Commence. » Il dit, « Quelle est la pâtisserie favorite de la forêt? » « Ah, ça serait un gâteau, ça serait la forêt noire, mais vu que c'est une pâtisserie, je suis sûr que c'est un millefeuille. » « Oui, vous avez la bonne réponse. » Alors, puis l'esprit de la forêt, il voulait s'assurer que la jeune fille suivait les instructions. Il était ami depuis toujours avec le dragon. Deuxième question. Qu'est-ce qui se lève le matin sans jamais faire de bruit? Le dragon dit, question piège. La part du monde dirait c'est le soleil. Mais c'est pas vrai. C'est le jour qui se lève sans faire de bruit. Bonne réponse. Alors, pour s'assurer de l'identité, puis s'assurer qu'elle était obéissante, il posait la dernière question. Qu'est-ce qui court toute la journée, mais que jamais personne dort dans son lit? Et il dit, une forêt, c'est ça. C'est évident, c'est la rivière. Bonne question. Alors, l'identité était faite. Alors, le vieux esprit lui dit, « Écoute, je suis trop vieux, je ne peux pas escalader la montagne pour toi, mais je vais te suivre. Quand tu auras besoin de conseils, je serai toujours là. Tant aussi longtemps qu'il y a de la forêt. » Puis il dit, « Avant de partir, je te donne une petite plante. Puis cette petite plante-là, il faudra que tu la mettes, tu la sèmes immédiatement dans la forêt de la toundra, juste quand tu verras la forêt des rabouilleries. » Fait qu'elle a pris la petite plante, puis elle l'a mis dans son sac, puis elle avait la boule de cristal dans un paquet. L'esprit de la forêt dit, « Forêt, ouvre-toi. » Et les cèdres sont toutes détordues, redressées, et elle partit. Après 3/4 d'une journée de marche, elle arrive dans le royaume du premier sorcier, le sorcier du lac du diable. Il sentit le pouvoir venir, alors il inonda le lac, les environs du lac, puis envoya des grosses vagues pour chercher à noyer Najin. Najin saisit de peur, ne savait pas trop quoi faire. Elle était à côté après un bouleau, et le bouleau lui dit, «
Serre-toi de l'œil magique. Envoie du vent, repousse les vagues. Elle dit, vent, repousse les vagues. Les vagues furent repoussées, puis elle vit toutes les roches, puis elle put marcher, traverser le lac. Le sorcier du lac du diable, ayant épuisé ses ressources, dut la laisser passer. Là, elle était fatiguée. Puis là, arrivait dans le deuxième royaume, car la Serpentine. Et elle s'endormit. La nuit tombée, elle avait peur. Lorsqu'elle vit deux gros yeux jaunes, et un rugissement qui a fait peur à tout ce qu'il y avait dans l'environ. Puis, une grosse panthère noire venant du pays magique, venue se coucher à côté d'elle et ronronna, la gardait au chaud et en sécurité pour la nuit. C'était Timoun, le jaguar. Ça ne sort pas d'ici, hein? Alors, au matin, la Serpentine, c'était un sentier avec des grosses roches. Puis il voulait marcher entre les roches, par-dessus la roche. Et le sorcier de la Serpentine, très subtil, envoyait une bruine pour rendre les roches très glissantes, pour faire tomber la petite fille, pour briser l'œil de glace ou s'accaparer de l'œil du dragon. Alors, la petite fille s'agrippa à Timoun, le jaguar du pays magique. Il mit un harnais, hein, il la fit marcher sur les roches sans jamais déraper. Épuisé de son pouvoir, le sorcier de la Serpentine dut céder. Là, elle arriva dans le secteur de la cuve. Ah, ça, la cuve, c'est toutes les montagnes qui se referment. Et le sorcier qui était là décidait de faire monter la chaleur pour rendre l'ascension, là, pour aller au sommet du plateau. Là. Ça monte en face d'un bœuf, en face d'un singe, mais ça monte. Il faut quasiment être une chèvre monter là, tu es à quatre pattes. Surtout à mon âge, tu es à quatre pattes monter ça. Alors, le sorcier fit monter la chaleur pour épuiser Nagine. Timoun, le jaguar du pays magique, fit monter son dos Nagine et sauta de roche en roche. Mais le sorcier n'était pas content, il usait ses derniers pouvoirs, puis faisait bouger le sommet tranquillement. Mais le jaguar Timoun fut très rapide et arriva juste en haut du plateau, où il y avait une forêt de toundra, et on voyait au loin la forêt des rabougris. Épuisé, Timoun devait retourner dans son pays magique pour se restaurer. La petite fille était épuisée aussi. Alors, elle mit la plante telle que demandée à l'orée du bois, dans le Niken, dans l'eau, en vue de la forêt des rabougris. Et elle tombe endormie. Dans la nuit, l'esprit de la forêt est revenu. Il veillait sur la petite Nagine. Là, au matin, le sorcier de la forêt des rabougris, il dit, sentit le pouvoir, il dit, « Oh, forêt de rabougris, refermez-vous, personne ne passe. » Là, c'est tous des petits arbres. Ça se referme, c'est serré. Et l'esprit de la forêt dit, « Les arbres, votre maître est revenu. Ouvrez-vous, faites passage. » Alors, les arbres, tout contents de retrouver leur ancien maître, ouvrirent passage. Le sorcier de la forêt des rabougris était en pétard. Alors, il décida d'envoyer des nuées de mouches noires. Oh, Nagine n'aimait pas les mouches noires. Oh non, non. Mais l'esprit de la forêt envoya un vent avec une odeur d'ail des bois et de menthe, et les mouches s'en allaient. Ah, ils traversèrent alors la forêt et arrivèrent dans le sentier des crêtes qui longe la montagne. Et l'esprit de la forêt lui dit, « Je ne peux plus te suivre et ton protecteur arrivera bientôt. » Fait que Nagine marcha une journée, toujours en direction depuis l'aurore. Elle voulait qu'elle soit là absolument au solstice
de l'été pour avoir le maximum du soleil. C'était encore loin. Alors elle marchait une journée, puis son compagnon des Pays Magiques, Timon, apparut. Il l'escorta. Après 2 jours de marche, elle est arrivée au pic de l'Aurore, mais avec les années, là, ça s'était déboulé. On ne pouvait plus avoir accès au pic. Fait qu'elle regardait son chat ou son jaguar, parce qu'il ronronnait comme un minet. Il dit, « Timoun, est-ce que je pourrais embarquer sur ton dos puis sauter? » Puis Timoun tourna sur le dos, en lui faisant signe, « Ouh, ouh, ouh. » Alors, vu qu'il était tard le soir, Najin s'endormit et le chat s'en allait aussitôt dans son pays magique se restaurer, parce qu'il avait été quand même 2 jours à la suivre. Au petit matin, au jour levant, qui n'a pas fait de bruit en se levant, Timoun était revenu et d'un grand coup de langue sous le pied de Najin, il la réveilla avec 2 coups de queue sur le museau. Najin rouvre les yeux et Timoun était revenu avec son harnais sur le cou. Il avait déballé la boule de cristal. Il la fit monter son dos. Et Timoun fit le plus long saut de toute son histoire jusqu'au pic de l'Aurore. Là, la petite fille a monté au haut du pic, puis a mis la boule de cristal qui était l'œil du dragon, juste avant que le soleil se lève. Puis là, le soleil s'est levé. Puis il y a eu une lumière qui s'est réparpillée à la grandeur du royaume des petits hommes, où ce que la terre est devenue fertile, les poissons abondants, le gibier abondant, la forêt, et toute la magie noire était chassée. Le pays avait absorbé la magie, la beauté de la magie. Et elle vit un dragon voler. C'était Dranga qui volait. Et soudainement, la boule de cristal éclata. Dranga n'y était plus. Et c'était la fin d'une époque. Alors, si vous vous demandez où se situe cette presqu'île, je dirais, allez en Gaspésie. Allez faire la tournée du Mont Albert. Vous retrouverez peut-être dans mon histoire et dans mon imaginaire. Et si vous demandez à Janine, elle vous dira qui était Najin. Merci.